ça me met mal à l'aise, surtout quand on voit à quel point certaines personnes ne cherchent pas à émettre juste un avis ou à commenter, ils cherchent à casser du sucre, vraiment à faire du mal. Il y a un côté lynchage public que je trouve absolument intolérable. J'encourage vraiment les gens à toujours réfléchir avant d'aller sur certains de ces sites. Mais après, à l'inverse, c'est vrai qu'on est régulièrement étonné par des vins à des prix tout à fait corrects. Oui. Surtout en Suisse, on dit toujours la Suisse est le pays qui a les bons vins les moins chers. Oui, Effectivement, ça Bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir. Après un épisode consacré au monde brassicole, on plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant et parfois impitoyable de la critique gastronomique. Qu'il s'agisse d'étoiles, de points ou de tocs, la bonne critique incarne pour beaucoup le rêve et la consécration ultime d'un long travail. Pour explorer ce sujet passionnant, je retrouve aujourd'hui au micro du Comptoir Annick Goumard, rédactrice en chef de l'édition francophone du magazine Vinum, Knut Schwander, responsable suisse romande du célèbre guide Goemio. Bonjour. Et Quentin Burlot, seconde cuisine ici au Stam et qui régale chaque jour les loutres du QG avec sa brigade. Bonjour. Bonjour à vous trois, merci d'être avec nous. Alors pour commencer, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table et que chacun partage qui il est, mais aussi ce qui vous a amené à vous intéresser un petit peu à l'univers de la gastronomie. Qui se lance? Alors, je parle toujours beaucoup, donc je me lance. Allez, avec vas-y. plaisir, oui, tout à fait. Donc, alors moi, je suis tombé dans l'univers de la gastronomie, comme beaucoup de gens petits, avec une maman qui aimait bien cuisiner. Ensuite, j'ai fait, quand on avait 18 ans, avec celle qui est devenue mon épouse, un voyage dans les châteaux de la Loire. Et elle avait le permis de conduire, moi pas. Donc, pendant qu'elle conduisait, je lisais le Gomio. Et ensuite, je me suis lancé dans le journalisme. Et puis, assez rapidement, étonnamment, c'est au magazine Bilan que j'ai commencé à m'occuper de gastronomie. Et maintenant, ça fait 25 ans que je m'occupe du guide Le Gomio. Super, merci beaucoup. Quentin? Donc moi je m'appelle Quentin, comme tu viens de le dire, et je suis seconde cuisine ici depuis le 1er janvier à peu près. Les étoilés, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, surtout en stage. J'en ai fait 2 sur Paris, Grand Véfour et au Fouquet's. Et j'ai eu la chance de faire une année avec Éric Guérin, donc, qui travaille à la Mare aux Oiseaux, donc vers chez moi. Et puis après, je suis arrivé en Suisse et depuis, j'en ai pas refait, mais je suis pas contre retourner un jour dans le monde des étoilés. Trop bien. Et qu'est-ce qui t'a amené dans le milieu de la gastronomie au départ? Tu as toujours, c'est ce que tu as fait tes études. J'avais envie de commencer par là, ouais, pour apprendre une certaine rigueur et une certaine discipline. Ok. Et voilà. Trop bien. Annick? moi, c'est un petit peu comme Knut. C'est vrai qu'à la base, c'est vraiment tous les métiers de bouche en fait qui m'ont intéressée. Pareil, on baigne dedans quand on est enfant, quand on a une famille gourmande. Donc, c'était d'abord plus le côté culinaire et goût dans son ensemble. Et puis, en étant fribourgeoise, c'est vrai que le vin, c'est pas forcément, je baigne pas forcément dedans, en tout cas pas dans une famille viticole ni œnologue. Mais je pense que ce qui m'a plu aussi dans le vin, moi j'ai fait mon cursus, j'ai commencé ma carrière dans le tourisme. Puis c'est vrai que dans le canton de Vaud, le vin, vin et tourisme, c'est hyper lié. Et puis c'est des rencontres, quoi. C'est souvent un peu quand on demande aux gens qu'est-ce qui les a amenés dans le vin, c'est souvent le partage, les rencontres. Et puis voilà, je ne déroge pas à cette règle. Génial. Merci à vous trois. Pour commencer un petit peu, pour ouvrir le bal des questions de ce podcast, j'aimerais bien qu'on pose un petit peu des bases pour les auditeurs, les auditrices qui connaissent pas forcément cet univers, même si je me doute que pour la plupart c'est le cas. Est-ce que, dans un premier temps, peut-être Knut, tu peux nous présenter rapidement juste les fondements du Goemio? Pourquoi et comment ce guide a été créé, le but? Alors, le Gomio est né à la fin des années 60, à un tournant sociétal, on le sait, mais 68, etc. Le monde du restaurant aussi a changé à ce moment-là, dans la mesure où tout à coup, là où, par exemple, les lecteurs du Michelin étaient autrefois essentiellement soit des routiers, soit des gens extrêmement fortunés qui avaient des voitures, dans les années 60, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. Les restaurants sont ouverts à tous les restaurants, même les grands restaurants. On peut aller dans un grand restaurant, même si on est ouvrier, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'il y avait des codes sociaux qui l'en empêchaient. Et 2 journalistes français, Monsieur Gau et Monsieur Millot, ont donc créé leur guide, qui avait pour particularité, d'une part, d'utiliser le système de notation des écoles françaises, donc de 0 à 20, Oui.
Alors, dans les fêtes, c'était de 12 à 20, mais enfin, l'échelle, c'est 0 à 20. Et puis, qui se sont dit qu'il fallait expliquer le restaurant à leur public. Donc, c'est pour ça que le Gomio a toujours eu des textes, ce qui n'était par exemple pas le cas du Michelin au départ. Ok, très bien. Et puis, oui, ben voilà, donc ensuite, alors c'était bien sûr en France, et ensuite, le Gomio est arrivé aussi en Suisse. Et ça fait plus de 35 ans à peu près que c'est l'éditeur Ringier qui l'exploite. Donc c'est une franchise, si on veut bien, avec un rédacteur en chef à Zurich, et puis un autre pour la Suisse romande, c'est moi, depuis 25 ans. Super, merci beaucoup. Peut-être Annick, tu un peu la même question pour toi, mais côté Vinum, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Alors, ça fonctionne? Vinum, c'est un magazine qui existe depuis plus de 40 ans quand même. C'est vrai que souvent on l'oublie parce qu'au départ, il est toujours d'ailleurs situé à Zurich et il a été créé donc à Zurich et la version francophone est arrivée plus tard. Donc c'est vrai que pour nous en Suisse romande, on n'imagine pas que c'est aussi ancien que ça. Puis sinon, j'imagine que dans le domaine du vin, c'est aussi ça s'est fait un peu en parallèle par rapport à la gastronomie. C'est vrai que la dégustation analytique, c'est pas si ancien que ça date des années 60 et de l'avènement aussi des appellations d'origine contrôlée. C'est ça qui a un petit peu boosté la dégustation analytique pour pouvoir évaluer un vin et voir s'il entrait dans les appellations. Et puis c'est un petit peu de là que tout s'est développé pour évaluer les vins. Ouais. Génial. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup un petit peu comment ça fonctionne chez Vinum? Comment est-ce qu'on note les vins? Comment vous travaillez? Alors, on travaille principalement à l'aveugle. En fait, après, ça dépend. On a une partie plutôt reportage où on va vraiment à la rencontre du vigneron. Et là, on va faire le portrait de la personne. Et on a souvent nos coups de cœur, notre sélection de vins, où là, on choisit en fonction de notre dégustation sur place. Et là, par contre, il n'y a pas de notation. C'est vraiment juste... en général 3 ou 4 vins qui sont mis en avant. Et ensuite, par contre, on a toute une partie, ça représente environ le tiers du magazine, où là, c'est vraiment ce qu'on appelle les guides de dégustation, où là, on choisit une thématique et puis on propose aux vignerons de nous soumettre leurs échantillons. Et là, c'est vraiment dégusté à l'aveugle. Et on note les vins sur 20 points. Donc ça, c'est encore de plus en plus rare. Comme chez nous, oui, c'est ça. Voilà, oui, finalement aussi. Et c'est vrai que c'est de plus en plus rare parce que dans les concours, c'est sur 100 depuis déjà un bon moment. Mais c'est vrai qu'au sein des médias, c'est encore assez fréquent de voir les points sur 20. Et c'est vrai que on pourrait avoir une correspondance vu que pour le public, c'est de plus en plus connu quand même les médailles. Donc c'est vrai qu'environ à partir de 16 points sur 20, on est déjà sur une petite médaille d'or, on va dire. Ah oui. Et 15 et demi, c'est une médaille d'argent. Donc c'est à peu près ce qui nous aide. Donc c'est vrai que parfois quand on voit un 17 sur 20, on se dit peut mieux faire, mais en fait non, c'est déjà une très bonne note. Ouais, tout à fait. T'as l'air peut-être de rebondir, toi, également sur le système de notation. Alors effectivement, ce que j'aime bien rappeler toujours, c'est que chez Gomio, il n'y a que des bons restaurants. Donc de 12 à 20, ils sont tous bons. Et souvent, j'ai des chefs qui m'appellent, qui sont tristes parce qu'ils me disent, mais écoutez, on est étonné, on a reçu que 12. Puis j'ai toujours, mais attendez, vous n'avez pas reçu que 12, vous avez reçu 12. Et 12, c'est une excellente note. L'idée de commencer à 12 sur 20, c'est justement de dire on est largement au-dessus de la moyenne. Alors 12, ce sera une table simple, avec une cuisine simple, mais de qualité. Et puis 19, ce sera une cuisine très complexe, mais aussi de qualité. En général, les tarifs sont pas les mêmes non plus. Donc, je pense que disons après, on comprend très vite comment s'échelonnent ces différentes notes. On sait que voilà, à partir de 15, on est dans un établissement qui va proposer une cuisine vraiment très recherchée. Et puis, on va dire qu'à partir de 17, on est dans une cuisine de haut vol. Mais enfin, en général, cette cuisine, elle est aussi faite par une brigade. Donc, disons là où à 12 on peut que applaudir le travail d'un cuisinier qui travaille souvent seul. Et bien effectivement à 19 avec une brigade de 25, forcément le résultat sera différent. Oui, ok, très bien. Et alors il y a quelques petites questions un petit peu qu'on a l'impression que les auditeurs se posent, notamment sur est-ce que les points qui sont attribués peuvent être retirés? Alors non.
Jamais. Non, absolument pas. Ok. Et j'ai régulièrement... Comme une je étoile, reçois- comme une étoile Voilà. peut être retirée, par exemple. Alors, peut être retiré, enfin par nous, oui, mais pas par le restaurateur. Ah C'est oui. ça que je voulais dire. Oui, pardon. Non, bien sûr, oui, forcément. Le but d'un guide, c'est d'être vivant. Donc, alors, sans sans que ça induise une vie artificielle où on se dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on pourrait changer cette année. C'est pas ça. C'est toujours, chaque établissement est noté chaque année. Donc, il est visité chaque année et la note est de nouveau remise en question, remise en jeu. Par Tout à contre, fait. c'est ce que j'avais mal compris au départ, c'est effectivement le restaurateur, lui, ne peut pas dire, ah bah écoutez, je veux plus faire partie de votre guide. Parce qu'en fait, c'est pas un club. Lui, le restaurateur ne paye rien. Ouais. Nous choisissons les restaurants, nous les notons, et je comprends que ça puisse parfois aussi les énerver, mais je suis là pour leur répondre et pour dialoguer avec eux. Je pense que néanmoins, de toute façon, en général, d'être intégré à un guide est quand même une caisse de résonance qui peut pas faire de mal. Hein. Ouais. Donc comment est-ce que vous gérez quand il y a des changements en cours d'année, justement Alors, le guide sort une fois par an. Donc ça, avec ça, on est intransigeant, on garde ce rythme-là, puisque, alors malheureusement en français, on ne publie plus en version papier en français, parce que pour des raisons de coût et parce que finalement le site permet d'être, disons, de toucher le même public de manière peut-être même plus efficace. Par contre, avec le site, l'avantage, c'est qu'on peut publier d'autres articles qui commentent finalement la vie au quotidien. Et c'est ce qu'on fait chaque jour. On publie des textes, on publie des nouvelles, on publie des interviews. Quand un chef ferme, quand un chef change de concept, on est là pour le commenter et tenir donc nos clients, pas nos clients, nos lecteurs au courant de ce qui se passe. Mhm. Et donc les reviewers de Goemio les critiques Goemio sont anonymes quand ils se déplacent dans les restaurants. Oui, alors effectivement, juste expliquer ça j'ai un petit peu de peine à rester anonyme après 25 ans. Alors toi, oui. C'est vrai que c'est pas toujours le cas, quoique Ouais. assez régulièrement, je me trouve dans des restaurants où voilà, je suis à côté de la porte de la cuisine où tout le monde s'engueule, ou bien à côté de l'office où le personnel fait des commentaires désobligeants sur les clients. C'est assez drôle d'ailleurs. Mais donc là, ça veut dire que je suis pas repéré. Mais enfin, Ouais. les autres, on est 25 en Suisse romande. Les autres ne sont pas repérables. Ils n'ont pas le droit de s'annoncer comme travaillant pour le Gomio. Ok. Et puis, ils doivent se comporter comme n'importe quel client et payer leur addition à la fin. C'est tout à fait logique d'ailleurs. Mais donc, ils n'ont absolument aucune... Ils vont pas faire une enquête puis interviewer le chef à la fin. Absolument pas. Ok. Parce que j'ai entendu, en tout cas du côté du guide Michelin, que ça arrive à de rares occasions que un critique puisse aller se présenter après en cuisine. Alors, Peut-être je ne que sais pas comment fonctionne le Michelin. Oui. Ouais, ça t'est arrivé toi dans les restos étoilés de savoir qu'il y avait quelqu'un du Michelin dans la salle? Oui, ça m'est déjà Ah, arrivé, vous le savez, donc. Sur Paris, ouais. Bah, je Ok. pense qu'au bout d'un moment, quelques-uns sont connus, donc Aussi. le maître d'hôtel ou reconnaît la tête, et puis Ouais. là tout de suite on fait un peu plus attention. Ouais. Normalement on devrait faire comme les autres, mais Oui. il y a Ouais. toujours une petite attention en plus. Mais de toute façon, je dis toujours, Forcément. un restaurateur ou un chef ne peut pas se réinventer parce que tout à coup, il y a Tartampion du guide machin qui est assis dans la salle. Donc effectivement, le service va pouvoir faire un petit effort pour être sûr qu'il n'attende pas pendant 45 minutes son plat principal. Mais si le critique est intègre et ne se laisse pas offrir des petits suppléments, normalement, il aura la même prestation que les autres. Que les autres. Ouais. Mhm. Ok. Et alors avant l'avènement de ces guides, finalement, comment est-ce qu'on choisissait son vin? Comment est-ce qu'on allait au resto? On écoutait les copains. On écoutait C'est les ça, on copains. écoutait les copains. Alors bon, je pense que les guides sont apparus avec le voyage, avec le développement du voyage, puisque avant on avait un réseau. Voilà, même dans une ville comme Paris qui était déjà grande il y a plus d'un siècle, mais malgré tout, il y avait des références, il y avait des lieux qui étaient emblématiques, des endroits où chacun savait que si on avait envie de manger et de se montrer peut-être aussi dans un grand restaurant, bien on connaissait les adresses. Et puis dans le quartier, on connaissait aussi les petites adresses, endroits, les bouillons, comme ça, on pouvait aller manger simplement. Dès l'instant où les voyages se sont développés, les gens ont eu envie d'en savoir un peu plus sur des régions plus lointaines. Ouais. Et puis c'est clair que il y a 150 ans, en partant de Genève et en allant en Italie,
c'était quand même très compliqué de trouver des informations. Donc c'est comme ça que sont nés ces guides. Très bien. Je vous propose qu'on passe un petit peu dans la partie plus enjeux. Quels sont les enjeux de ces notes? Est-ce que cette quête un peu du Graal modifie la manière dont un restaurant va penser son identité, sa carte? Peut-être Quentin, toi, est-ce que tu as été dans des restos qui cherchaient l'étoile, ou tu as toujours été dans des restos qui avaient ou l'étoile ou le point Goemio? Ou est-ce que tu as toujours été dans des restos qui avaient déjà leur titre? Est-ce que J'ai toujours été dans des restos qui avaient déjà leur étoile, ouais. Ok. Enfin, dans les 3 que j'ai fait en tout cas, les 4. Mais ils allaient pas pour chercher la deuxième forcément. Ok. Moi j'ai fait le Grand Véfour qui est un 2 macarons. Pour moi ça me convient pas les 2 macarons. Ok. C'est un peu trop pour moi. Pourquoi? Trop exigeant? Trop de chichi que j'aime C'est une pas cuisine forcément. complexe, hein, c'est Ouais, ça, oui. un peu trop complexe pour moi je trouve. Ok. Je me sens bien dans des étoilés, dans des 1 étoile, mais au-dessus c'est pas mon truc. C'est pas ton univers. Ok. Mais est-ce que du coup, vous avez vu des restos évoluer en allant chercher des... Enfin, est-ce que les cartes, est-ce que les restos pensent leurs identités en fonction du titre? Je Non, pense je pas. pense pas, non. Non, ils ont Normalement, leur identité. Normalement, un chef, il a envie de créer quelque chose, de faire passer finalement sa vision de la cuisine, sa passion. Si une étoile ou des points, ou c'est ce que c'est, viennent sanctionner tout ça, ça peut ou pas lui faire plaisir. Mais disons, ça m'étonnerait que la plupart des chefs, ou je suis même persuadé que la plupart des chefs ne recherchent pas prioritairement une reconnaissance par les guides. Après, c'est sûr que si elle vient, c'est une caisse de résonance qui fait du bien. Ok. Après, on a un exemple quand même pas loin de chez nous, c'est le restaurant Anne-Sophie Pic au Beau Rivage Palace. Je trouve ça hyper intéressant de voir comme ils ont fermé pendant plusieurs mois pour repenser, parce que ils avaient 2 étoiles depuis déjà un moment, et puis ils avouent, ils le disent ouvertement qu'ils vont chercher la 3e. Et puis entre 2 et 3, il y a tellement c'est vraiment une histoire de détails qu'il y a même, si j'ai bien compris, l'architecture du restaurant qui peut faire une différence. Donc ils ont fait le choix de fermer pour rénover, quoi. Alors je peux pas commenter le fonctionnement de Michelin, mais on va dire que chez Gaumillon, on est moins attentif. Où on est, disons, la priorité de la note, c'est la cuisine. On commente pas le cadre, on en parle, mais ça n'est pas intégré à la note. Effectivement, d'autres guides semblent fonctionner différemment. Maintenant, je suis pas sûr que si une cuisine était un peu faible, même en ayant un décor fantastique, ils obtiendraient des distinctions plus grandes. Disons, j'espère pas. Mais enfin, cela dit, le restaurant Anne-Sophie Pic est un excellent restaurant, qui disons, est clairement candidat certainement pour atteindre le sommet. Est-ce que justement ça peut être aussi même un critère discriminant si vous allez dans un restaurant puis vous voyez que le design et la déco a été hyper soigné, des fois vous vous dites tiens, est-ce que c'est un peu, ça cache quelque chose? Non, je n'irai pas jusque là, mais c'est sûr qu'il y a des endroits qui sont prioritairement très modeux. Et puis là, disons, ça éveille une certaine méfiance. Parce qu'on se dit, ben voilà, est-ce que c'est le lieu ou est-ce que c'est la cuisine? Maintenant l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ça crée presque peut-être un peu plus d'exigence. Du coup, on en attend plus de la part d'un resto. Non, j'irai pas jusque là. Affiche, Non, parce que justement, disons, c'est un peu le but d'avoir un critique gastronomique sous la main. C'est, disons, de garder des objectifs assez clairs, d'avoir la tête froide. C'est de se dire, très bien, alors on a le droit de s'enthousiasmer, bien sûr, mais l'idée n'est pas de faire des évaluations à vue de nez. Disons, il y a quand même des critères assez clairs qu'on cherche à mettre en avant. Maintenant, c'est pas parce qu'ils auront changé de lustre que la note va monter, quoi. C'est mieux. Et est-ce que la recherche du titre, vous pensez peut-être, toi Quentin, tu pourras nous en parler un petit peu plus, et j'ai l'impression que à un certain niveau, je connais déjà la réponse, mais est-ce que ça influence la créativité et le plaisir au travail, cette recherche de titre? La créativité, oui, c'est sûr, je pense, parce qu'on cherche toujours à se renouveler, et c'est ce qu'on nous demande aussi. Le deuxième, c'était le plaisir au travail, tout simplement. Enfin, le plaisir, oui, on en prend davantage, je pense. Pour le chef, peut-être un peu moins, parce qu'il y a le stress, il y a tout ça qui va avec aussi, mais forcément qu'on prend du plaisir. Ouais, ok. Mais je pense pas que les restaurateurs
fonctionne prioritairement pour les distinctions, parce qu'en fait, si un critique gastronomique fait bien son travail, il est justement comme un client normal, et un restaurateur, en fait, un wax chef, il cuisine pour ses clients d'abord. Oui, mais il y a quand même un certain impact de ces distinctions qui, j'imagine, mettent quand même une certaine pression, qu'elles soient positives ou négatives. Oui, absolument. Les deux. D'ailleurs, il y a des établissements qui refusent. Comme toi, tu le disais tout à l'heure, pour le Goemio, c'est pas possible, mais il y a quand même des restaurateurs qui refusent ces distinctions. Alors, en tout cas, qui essayent d'en rester bien en dehors sûr, de en ce tout cas, système. qui disent qu'ils ne veulent pas en avoir. Maintenant, justement, c'est finalement une question, on va dire, de liberté de la presse jusqu'à un certain point, où on peut commenter finalement, on peut dire que qu'un restaurant XY, on le trouve merveilleux. Le restaurant peut pas dire, ah ben non, je veux pas que vous disiez ça. Je veux dire, c'est un peu difficile. Ouais, ok, très bien. Mais de même qu'on peut dire que, je sais pas, le dernier film je sais pas, d'un cinéaste nous a plu ou pas. Ouais. Le cinéaste peut pas décider, ah ben non, je veux pas du tout qu'on parle de mon film, quoi. En général, ce serait contre-productif, d'ailleurs. Et toi, Annick, dans le monde du vin, est-ce qu'il y a aussi ça? Est-ce que, de toute façon, en fait, quand vous faites des appels à échantillons, j'imagine que si le vigneron en voit pas, c'est qu'il veut rester en dehors du système? Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est une très bonne question qui circule beaucoup, surtout quand on parle du Grand Prix du vin suisse. On est encore un peu dans l'actualité, vu que la cérémonie s'est déroulée au mois d'octobre. Et c'est vrai que personnellement, je fais très attention aux mots quand on dévoile les résultats. Je vais jamais dire voici les meilleurs vins de Suisse. On l'entend souvent, mais pour moi c'est pas le cas, parce qu'en fait, il y a pas tous les vignerons ont le choix de participer ou pas. C'est pas comme justement le Goemio qui va tester un restaurant qui soit inscrit ou pas, justement pas la possibilité. Voilà, justement. Tandis qu'au Grand Prix des vins suisses, il y a une inscription qui coûte en plus. Donc, et puis c'est vrai qu'il y a des vignerons qui sont déjà très installés. Ils ont tout à perdre et rien à gagner à participer à ce genre de concours. Donc finalement, à perdre, je sais pas, parce qu'en même temps, c'est vrai que s'ils s'en sortent, alors évidemment, c'est vrai que s'ils s'en sortent pas bien, c'est ça, ils ont plus à perdre qu'à gagner, on va dire, parce que s'ils gagnent une médaille, je suis pas sûre que ça va vraiment leur apporter une plus grande notoriété qu'ils ont déjà. Si on prend par exemple une Marie-Thérèse Chapa, elle a pas besoin qu'on lui dise. Non, c'est vrai. Alors, il y a des vignerons emblématiques, et en même temps, je pense que s'ils mettaient leur vin en concours, de toute façon, ils s'en sortiraient très très bien. Moi, je pense aussi, effectivement, mais il y a quand même toujours ce risque. C'est vrai que dans le Grand Prix des vins suisses, voilà, le jury est organisé par table. Chaque table doit comprendre au minimum 5 jurés, mais si tout à coup ces 5 jurés ont pas réussi à avoir un consensus, ça peut arriver que tout à coup un bon vin va pas passer la rampe. Et puis oui, parce que ça dépend finalement d'où viennent ces membres du jury. Ça, moi je vois ça, j'ai eu l'occasion pour des compétitions internationales comme ça de faire ça, et c'est vrai que quand je me suis retrouvé à la même table avec un Français, là on s'entendait bien, mais une Hollandaise, un Américain et un Polonais, tout à coup on s'est aperçu que Hollande et États-Unis avaient un peu une même approche, que France et Suisse on était assez proches, et puis que le Polonais faisait un peu bande à part, parce qu'en fait la culture du vin n'est pas forcément la même, et effectivement chacun juge en fonction, quand même si ce sont, alors disons j'étais certainement le moins bon de l'équipe, mais les autres sont vraiment des professionnels du vin. Mais malgré tout, on a un palais, on a des habitudes, on a des connaissances et puis des attentes. Non, puis c'est aussi ça qui rend le concours finalement assez représentatif, parce que pour revenir au Grand Prix de vin suisse, c'est la même chose avec des kilomètres plus restreints, mais quand on est à table avec des Suisses alémaniques, des Tessinois, on se rend compte que les goûts sont pas pareils, les spécialités sont pas non plus les mêmes, donc quand on va déguster une série de chasselas, on n'aura pas les mêmes attentes en tant que Vaudois qui buvons des chasselas régulièrement qu'avec un Zurichois qui connaît mieux le Müller-Thurgau. Donc mais c'est aussi ça qui fait que c'est censé être représentatif des consommateurs suisses dans une moyenne. Donc c'est ça aussi qui rend intéressant les résultats. Il y a une grande différence selon toi entre justement les régions linguistiques au niveau des attentes, des palais. Ouais. Moi je trouve surtout pour ces spécialités-là très locales.
On remarque vraiment, typiquement, il y a certaines personnes en Suisse alémanique qui aiment pas du tout le côté carbonique du chasselas et qui vont pénaliser un vin s'il a un carbonique trop marqué. Alors que nous, dans le canton de Vaud, en Valais, en Suisse romande, on sait que ça fait partie et ça amène de la fraîcheur. Et puis la même chose pour le Müller-Thurgau. En Suisse romande, on n'est pas habitué à en consommer. Donc finalement, quand on nous parle de marqueurs ou de typicité du cépage qu'on attend dans ce genre de concours, si on les a pas en tête, c'est plus difficile, quoi. Mais c'est vrai que c'est la même chose en gastronomie. J'allais poser la question. Moi, je vois sur le Gomio Channel, on publie souvent des top 10. Où on parle de spécialités qui intéressent plus ou moins tout le monde. Et je vois mes collègues alémaniques régulièrement font des top 10 schnitzel, par exemple. Alors évidemment, si ici on publie un top 10 schnitzel, déjà, ça n'intéresse vraiment personne. Et puis, et de même, chez nous, on aura les caracs. Et puis, je pense qu'à Zurich, personne ne sait ce qu'est un carac, donc ça intéresse personne non plus. Mais je trouve assez intéressant parce qu'on voit aussi l'influence. D'une part, il y a la tradition, puis d'autre part, il y a les influences. La Suisse alémanique est très influencée, d'une part, par l'Italie pour le vin, mais aussi pour la nourriture. Donc, quand ça finit en A et en O, les consommateurs sont beaucoup plus enclins à trouver ça génial. Et puis aussi, ils ont tout ce côté, cette influence du Nord qu'on a beaucoup moins ici, avec les fermentations et ce genre de choses qu'on découvre un peu ici. Et pour ça, la Suisse alémanique a pris un peu d'avance. Mais c'est marrant, je me demande si c'est assez spécifique à la Suisse, en fait. C'est grand. Enfin, Après, je sais pas comment ça se passe en France, par exemple, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des disparités aussi. Non, effectivement, il y a la cuisine au beurre et la cuisine à l'huile. Mais c'est vrai qu'autrement, on vit dans un pays petit, mais très complexe, très divers. Ouais, c'est intéressant. C'est chouette. Et tout à l'heure, tu parlais, Annick, de vin qui passe pas la barre, par exemple, donc la mauvaise note, en fait. Est-ce que ça t'arrive est-ce que c'est difficile d'attribuer une mauvaise note ? Je crois comprendre que quand un vin est pas bon ou un restaurant est pas à la hauteur, on n'en parle pas. Mais est-ce que, il y a quand même des critiques gastronomiques, par exemple, qui vont faire des reviews pas très sympas. Non, alors, mais le but, je pense que c'est toujours la même chose. Ce qui est important quand on fait ce métier, c'est d'être bienveillant, mais jamais complaisant. Donc, il s'agit pas sans mauvais jeu de mots, mais de servir la soupe à des restaurateurs, mais de valoriser leur métier. Ça, c'est le but. Maintenant, c'est vrai que quand il y a une dégradation de l'offre, c'est surtout là où on a des mauvaises critiques, puisque justement, quand on n'est pas content au départ, on se dit, on n'en parle pas, point terminé. Mais par contre, quand on a un restaurant qui tout à coup, pour toutes sortes de raisons, ça peut être il y a toutes sortes de drames qui arrivent, mais enfin, il se trouve que le client, lui, il revient avec des attentes et en fait, c'est un peu un contrat entre le restaurateur et ses clients. C'est le client paye et le restaurateur lui offre quelque chose qui correspond à ce qu'il est en droit d'attendre. Si ça correspond plus à ce on s'estime en droit d'attendre, il faut le dire. Alors, il faut pas être insultant, mais il faut le dire. Ouais. Alors, nous, effectivement, comme tu disais, c'est vrai que si la note est basse, on la publie pas. Et donc, on reste un peu dans la philosophie. On dit les choses quand on a des choses positives à dire. Après, c'est vrai que, comme tu le disais, Knut, par rapport aux notes moyennes entre 12 et 15, par exemple, c'est vrai que dans les vins aussi, moi, j'aimerais beaucoup qu'on ait une certaine ouverture aussi pour dire, un 15,5, c'est une médaille d'argent. On est content d'obtenir cette note-là parce que finalement, comme pour la cuisine, les vins n'ont pas tous le même niveau de complexité. Puis on les apprécie pour ce qu'ils sont aussi. Donc, un vin qui est bien fait, mais qui a une complexité moyenne, il va plaire à la majorité des gens qui vont aimer le partager. Mais il sera peut-être fédérateur et conviendra finalement pour toutes sortes de circonstances où on n'a pas besoin d'avoir un vin d'une complexité folle. C'est ça. Donc, c'est vrai que ce serait... je pense qu'on est quand même dans cette voie où de plus en plus, même les producteurs comprennent aussi les points positifs qu'on a vus dans un vin qui a une médaille d'argent. Et puis, ils apprennent aussi à les valoriser. Mais ça prend du temps, on va dire. Mais c'est vrai que puis là aussi, les attentes n'étant pas les mêmes, finalement, il y a certains, suivant qui sont les consommateurs, des vins très très boisés, par exemple, vont leur plaire. Moi, je suis pas du tout un champion des vins barriqués, mais justement, donc c'est toujours une pesée d'intérêt. Il faut voir à qui on s'adresse, en fait. Ouais, c'est ça.
Et justement, en parlant de vin, est-ce que la place des accords mets et vins et de la cave à vin, elle est prise en compte dans vos, Oui, dans vos clairement. systèmes de notation? Alors on va dire que par exemple dans un restaurant où il y a un sommelier très compétent, ce sera un vrai plus pour le restaurant. Alors s'il n'y a pas de sommelier, le restaurant va pas être prétérité pour autant. Mais c'est sûr que si on a des accords mets vins qui sont particulièrement intéressants, qui sont pertinents, qui mettent en valeur, qui se mettent en valeur les uns les autres, c'est un avantage. Et puis nouvelle tendance maintenant, c'est aussi les accords boissons sans alcool et mets. Et je pense que là, il y a une énormité de choses Mais le à monde est découvrir. complètement ouvert, en fait, Oui, de ce côté-là. et C'est ça qui est fascinant, c'est vrai que des fois, il y a des choses fantastiques. J'ai quand même aussi eu un sommelier qui m'a servi une fois un succès d'année de vin sans alcool. Mais donc, alors c'est une petite fiole avec laquelle il était arrivé, comme du sirop en fait, mais à base de vinaigre. Et il mélange ça à de l'eau. Et il a essayé de m'expliquer qu'en fait, ça venait des États-Unis et puis que c'était censé remplacer le vin. Et puis je me suis dit, finalement, là, on peut aussi boire de l'eau tout court, disons. Sans vinaigre. Ok. Ouais. Bon, je sais pas si ça nous ouvre vraiment l'appétit ce que tu viens de nous raconter, mais je crois que c'est quand même l'heure de faire une petite pause dégustation. C'est notre rituel dans ce podcast. Et donc Quentin, on a mis Quentin au boulot et tu es venu avec un gâteau, je te laisse peut-être le présenter. Ouais, alors c'est un gâteau nantais, donc parce que moi je suis de la région Loire-Atlantique et c'est un gâteau que j'aime beaucoup et puis il y a du rhum dedans. Donc la plupart des gens aiment aussi généralement. Oui, c'est ça, exactement ça. Surtout à 10h30 du matin. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce dont on avait besoin. Je vous laisse goûter. Volontiers. Merci. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu l'histoire? Alors il y en a de ce plusieurs, gâteau? mais la plus probable, ce serait que en fait pendant le commerce triangulaire, il y a ce gâteau qui a été créé à Nantes et donc qui était admis par les marins et qui a été un peu admis à droite à gauche justement par rapport à ça. Et il y a une deuxième histoire, c'est que les marins partaient avec des biscuits. Donc biscuits qui voulait dire 2 fois cuit, donc qui était vachement dur en fait. Et vu que c'était trop dur pour manger, ils mettaient du rhum dedans. Ah. Donc il y a 2 histoires, je sais pas laquelle est la En tout cas, le résultat, il est très bon. Chouettes. Merci. Moi, je trouve, oui. Et c'est donc et c'est un gâteau populaire dans ta région, quoi. Ouais, c'est fait à base de pâte d'amande, de beurre, beaucoup de beurre, du sucre. Et puis dessus, du sucre glace et du rhum blanc. Bon, voilà. Donc, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est comme les cannelés bordelais aussi, qui ont un peu le même genre d'histoire. Effectivement, c'est les bateaux sur lesquels il y avait ce rhum pour les marins, ou bien enfin, soit l'importation, soit pour les marins. Et puis, il fallait faire cohabiter justement pour rendre les gâteaux plus moelleux. Par exemple. Et joindre l'utile à l'agréable, c'est ça? Oui. Okay. En tout cas, moi, je suis rarement dans les jurys de gâteaux, mais pour moi, c'est médaille d'or. Ah, super. Non, alors l'idée, c'était aussi de discuter un petit peu justement de certains professionnels ou d'amateurs aussi qui remettent un peu en question la pertinence de ces distinctions qui parlent d'élitisme, de déconnexion avec la réalité. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui une petite dégustation d'un produit peut-être plus populaire. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vraiment on est dans une forme d'élitisme? Je crois pas. Au contraire, l'idée d'un guide, c'est d'amener ses lecteurs vers des bonnes tables. Ces bonnes tables, justement, elles peuvent être simples ou bien elles peuvent être extrêmement compliquées dans leur approche. Mais les simples, forcément, ce ne sera pas élitaire. Donc, enfin, tout dépend de la définition qu'on donne de élitaire. Si élitaire représente, disons, la recherche d'une certaine sophistication, d'une certaine recherche gourmande, alors effectivement, dans ce cas, c'est l'élitisme, mais c'est pas ma définition du côté élitaire, qui pour moi serait plutôt le fait de parler de lieux inaccessibles, que ce soit de par le prix ou même de par la démarche. Or, je pense que tout restaurant digne de ce nom cherche à faire plaisir à ses convives. Donc, et ces convives, c'est l'égal qui sait. Bien sûr qu'il y a des restaurants, nous parlons dans Gaumillot aussi de restaurants où chaque convive va débourser 300 ou 400 francs. Là, on est d'accord que celle-là, c'est une forme d'élitisme puisque tout le monde peut simplement pas se permettre ça, ou en tout cas pas souvent.
Et puis, on parle aussi d'endroits simples, Plus où on abordables. mange des choses tout à fait abordables, qui, du coup, seront certainement plus intéressantes que dans des mauvaises salles, parce que ça existe quand même aussi des mauvais restaurants, où on facturera finalement le même prix, Oui. une prestation minimale, avec souvent des produits qui sont achetés ailleurs, enfin des produits finis qui sont achetés ailleurs, alors que de valoriser le travail de quelqu'un qui est passionné, qui aime ce qu'il fait, qui a des connaissances et qui aime partager cette passion, bah, je pense que c'est vraiment le contraire de l'élitisme. Oui. Non, Non, je c'est suis vrai. d'accord. Pour les vins aussi, puisqu'on procède à l'aveugle et puis que justement on ouvre l'appel aux échantillons Oui. à tous les producteurs, bah, c'est justement une chance de faire découvrir des nouveaux, des petits producteurs. Et puis même, moi je pense que je me souviendrai toujours de ce moment-là. Une fois, on avait participé à un jury et puis au moment on avait terminé le travail et à la fin, on révèle ce qu'on a dégusté. C'est la partie toujours intéressante. Mhm. Et puis, on avait 3 vins qui avaient les 3 à la suite obtenu une super note. Et en fait, sur ces 3, il y avait un vin, c'était un très gros distributeur, donc vraiment Oui. une grosse production. Un vin, c'était un producteur de communes, donc des vins communaux, qui donc pas forcément un petit artisan. Et le 3e, c'était un vin qui avait une étiquette vraiment des plus moches de chez moche. Et franchement, ça m'a presque fait une émotion. Je me suis dit, mais c'est juste génial Oui. que ces 3 vins-là, je pense que je me serais pas attardée dessus, pour être très honnête. Et là, ils sont sortis tous les 3 alors qu'ils ont des profils très différents, mais tous 3 dans leur profil, on n'aurait pas pensé qu'ils auraient sorti avec des si Mais c'est vrai que bonnes moi notes. aussi, dans une dégustation à l'aveugle, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour un chasselas, qui est un chasselas totalement inconnu. C'est un tout petit producteur de la côte. Quand on téléphone pour commander du vin, c'est très chou parce qu'il y a la maman qui répond, et puis ensuite on entend les pas dans l'escalier, etc. Donc et c'est des vins qui coûtent rien pour la Suisse. Et puis à l'inverse, il y a des vins parfois qui ont un certain prestige, mais qui finalement, suivant l'état d'esprit dans lequel on est, ce qu'on recherche dans le vin, nous plairont tout à coup moins. Ouais, c'est la magie de la dégustation à l'aveugle. Ouais, Et est-ce qu'un bon vin coûte forcément cher du coup? Ah bah non. Bien sûr que non. Ceux qui ont les plus grosses, les notes les plus élevées sont les prix vont En être général, les tarifs vont impactés, monter, on va Oui, dire oui, après. oui, En ouais. tout cas, c'est une sorte de sanction. Si c'était pas cher avant, ils le deviennent peut-être un peu plus facilement Ouais, après. ouais. C'est vrai. C'est vrai que là, dans les derniers jurys auxquels j'ai participé, on a eu 2 fois de suite le cas où en fait le vin qui a eu la meilleure note, c'était le vin le plus cher de la dégustation. Oui. Et c'est vrai que là, au contraire, quand on voit ce qu'on a dégusté et qu'on se rend compte de ça, on a une petite pointe en disant ah mince, qu'est-ce que ont pensé les lecteurs? On dit ah voilà, c'est de nouveau le plus cher qui gagne. Oui. Mais il y a aussi une raison pour laquelle ils sont chers, quoi. Oui. Pas tous, mais souvent il y a Non, quand même une parce raison. qu'il y a des vins. C'est un peu comme les restaurants. Il y a d'excellents restaurants simples et il y a d'excellents vins très simples, parce qu'ils sont simplement irréprochables. Ils sont agréables, ils sont gourmandants, ils font plaisir. Mais après, il y a, comme dans les restaurants, il y a un degré de complexité qui fait que tout à coup, on se dit, on décolle, on se dit, Ouais, waouh, exactement, qu'est-ce que Ouais, c'est que ça? pour le vin, peut-être plus que pour la cuisine, mais en tout cas pour le vin, pour les outils de production en fait C'est ça, à ouais. disposition. En Oui. cuisine, Ouais. peut-être les matières premières Oui, bien sûr. qui vont forcément. C'est ça. Oui, Ou des forcément. styles Oui, de mais je pense que la vinification. cuisine, justement, la brigade est importante quand même aussi, disons, tout à fait, le nombre oui, de non, gens, le matériel à disposition. Oui. No Il faut offense, dire Quentin. Ouais. T'es assez d'accord avec ça? Ah bah oui. Ouais. Sûr. Mais après, à l'inverse, c'est vrai qu'on est régulièrement étonné par des vins à des prix tout à fait corrects. Oui. Surtout en Suisse, on dit Oui. toujours la Suisse est le pays qui a les bons vins, les moins chers. Oui, Mais effectivement, vraiment. ça se vérifie dans chaque dégustation, clairement. Oui, c'est vrai qu'on le dit pas assez. Mhm. Ouais. Parce que se colle aux produits suisses toujours une étiquette de produits chers. Alors c'est sûr qu'en Italie, on va pouvoir trouver une bouteille de vin à 4 €. Ça, en Suisse, on trouve pas. Mais à 8,50 francs, on trouve des bons chasselas. Oui. Et il faut s'en rappeler. Ouais, tout à fait. Et j'ai, à ce moment-là, personnellement, plus de plaisir à déguster ce bon chasselas fait près de chez nous, pas par chauvinisme, mais simplement, ça me fait plaisir que quelqu'un arrive à faire quelque chose de bien, à un tarif qui est tout à fait raisonnable, et puis qui correspond finalement un peu à notre identité aussi. Ça me fait penser aussi justement au Michelin qui a étoilé récemment
des restaurants de street food à Singapour. Qu'est-ce que vous en pensez et peut-être ton avis à toi. Alors, Ça m'intéresse, mais est-ce que la street food a sa place dans les guides? Alors, c'est assez compliqué comme question parce que pour l'instant, nous avons choisi une autre voie avec Gomio, puisqu'on a créé je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge, mais on a créé une catégorie qui s'appelle Gomio Pop. Oui. Et là, ce sont des petits restaurants, des endroits qui sont pas forcément des restaurants au sens traditionnel du terme, mais des endroits où l'accent est mis sur la qualité, sur une qualité d'offre qui peut être extrêmement restreinte, mais remarquable. Pour les tables qui sont notées, on part de l'idée que pour des questions de cohérence, on va pas mettre un endroit où il y a 3 chaises sur le trottoir, pas parce qu'on n'y mange pas bien, mais parce que forcément, justement, il y aura pas la brigade derrière, oui. Disons, on défend peut-être dans ce sens-là une gastronomie un peu plus traditionnelle, sans exclure ces nouvelles vagues de street food, mais qui forcément ne jouent pas tout à fait dans la même catégorie. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense quand même que c'est difficile, quoi, disons, de comparer. Pas vraiment d'avis sur la question. Tu peux te rapprocher un peu de ton micro. Non, je disais que j'ai pas vraiment d'avis sur la question. C'est un peu compliqué, comme vous dites. Je pense que de mettre dans la balance le travail de quelqu'un qui a une offre extrêmement limitée, avec peut-être des produits exceptionnels, mais qui seront mis en valeur de manière simple, et puis quelqu'un qui a une structure, qui a un restaurant, qui a du personnel, qui doit avoir des 3 toilettes différentes. C'est aussi un investissement. Ça me paraît pas tout à fait juste. Ouais, je comprends. Je suis quand même curieuse d'aller à Singapour. Bien sûr, ça veut pas dire qu'il faut pas y aller. J'ai pas dit ça. Et puis avec les réseaux sociaux, on se rend compte. Aujourd'hui, je pense que ça doit être assez au quotidien chez vous. Tout le monde peut devenir critique et tout le monde est critique. Tout le monde donne son avis. Oui. Comment est-ce que ça vous impacte vous dans vos métiers? Comment est-ce que vous voyez la chose? Alors, dans les vins, c'est vrai que moi, j'aime bien distinguer quand même les 2 termes entre critique ou jury. Oui. Donc, critique, on pense tous, le plus connu, c'est Robert Parker, par exemple, mais il y en a tout plein d'autres. Et c'est vrai qu'en Suisse aussi, il y a des personnes n'importe qui, finalement, peut ouvrir un blog et puis devenir critique de vin, aller faire ses dégustations et attribuer des notes aux vins et aux personnes qui ont été visitées. Moi, ça me pose pas du tout de problème par rapport à notre travail à nous, parce que nous, on a justement plutôt cette casquette de jury où on fait plutôt des dégustations à l'aveugle, donc justement avec des échantillons comme on l'a dit précédemment. Et je pense que finalement, il y a la place pour tout le monde. Ce qui est intéressant aussi avec ces critiques, c'est j'inviterais aussi le public à se renseigner et puis aussi à identifier. Si tout à coup, il arrive à s'identifier à un critique et à se dire, tiens, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle a à peu près les mêmes goûts que moi. Oui. C'est très intéressant. Là, dans ce cas-là, ça devient chouette. Après, encore à vérifier si la personne travaille de manière objective et qu'elle se fait pas inviter pour faire une critique. Ou là, dans ce cas-là, ça a plus trop de sens parce qu'on en voit aussi des personnes qui fonctionnent comme ça. Mais moi, finalement, je pars toujours du principe que plus on peut parler des vins et plus on peut apporter de visibilité et donner envie aux gens d'en consommer, mieux c'est. Ah, c'est une belle philosophie. Non, c'est vrai que c'est bien. Non, moi, je suis d'accord, parce que dans la mesure où chacun a le droit d'avoir un avis et de l'émettre. Oui. Après, là où ça me pose problème, c'est typiquement si on a un blog de quelqu'un qui a une signature, qui a un visage et qui donne des avis, finalement, même s'il se fait inviter, on va dire, mais il donne des avis en fonction d'un certain nombre de critères auxquels on peut ou non s'identifier. Ça me va très bien. Après, quand on a des sites qui permettent de créer artificiellement des restaurants exceptionnels qui n'existent même pas, puisque ça a quand même existé, ça, on l'a déjà vu 2 fois. Et bien là, moi, ça m'interroge, parce qu'en fait, quand on a Madame X qui donne son avis, sans qu'on puisse savoir si c'est la femme du patron ou la cousine du patron du restaurant d'en face, ce qui potentiellement lui donnerait un point de vue un tout petit peu différent.
ça me met mal à l'aise, surtout quand on voit à quel point certaines personnes ne cherchent pas à émettre juste un avis ou à commenter, ils cherchent à casser du sucre, vraiment à faire du mal. Ouais. Et il y a un côté lynchage public que je trouve absolument intolérable. Et donc, j'encourage vraiment les gens à toujours réfléchir avant d'aller sur certains de ces sites. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Parce qu'en fait, on sait tous que si on regarde voilà, si on prend des commentaires d'hôtels, si c'est des commentateurs américains et qu'il n'y a pas de clim dans l'hôtel est nul. Si ce sont des clients allemands et puis qu'ils ont attendu plus que 3 minutes à la réception, l'hôtel est nul, etc. Ouais, Donc on a sûr. quand même quelque chose caricaturales et ça se vérifie, c'est assez drôle, je me suis amusé à faire des comparaisons. Alors, je dis pas que c'est scientifique, mais enfin quand même, il y a cette tendance et je trouve qu'il faut d'abord chercher la confiance avec celui qui émet quelque chose et pour ça, de savoir que typiquement un guide paye ses additions, n'est pas susceptible d'être acheté, c'est important. Donc de nouveau, le blogueur qui a sa signature, je trouve ça génial. Le grand magma où tout le monde donne son avis, j'ai beaucoup de peine parce qu'après on vous dira oui, mais c'est sur le nombre, ça s'équilibre. Et en fait pas du tout parce qu'on peut les acheter ces avis. On peut les faire écrire alors de manière artisanale par ses amis ou de manière tout à fait industrielle en achetant des avis qui sont écrits quelque part en Afrique du Sud pour le monde entier. Quoi. Malheureusement, on a tendance à regarder beaucoup. Enfin, moi, je parle pour mon cas personnel. Si on va dans un endroit qu'on connaît pas, dans un pays étranger, c'est ce qu'on va regarder en premier. TripAdvisor ou tous les autres. C'est le réflexe, mais il faut vraiment se méfier de ça. Du coup, c'est un peu... faut faire le tri, quoi. Mais de nouveau, si on prend maintenant la Suisse... Et quand on regarde les meilleurs établissements dans les villes et villages, en général, c'est le moins cher. Sur TripAdvisor? Oui. Ok. Alors bien sûr qu'il y a, disons, Anne-Sophie Pic va pas tout à coup dégringoler comme mauvais stable, mais il y a une tendance claire à mettre en avant les endroits où on a beaucoup pour pas cher, parce que c'est effectivement aussi plutôt un public jeune qui va utiliser ces plateformes, pour l'instant encore, ils vieillissent aussi, mais mais qui recherche donc, disons, qui n'a pas forcément un gros budget, et qui recherche aussi, disons, qui va au restaurant, pas seulement pour le plaisir, mais aussi pour se nourrir. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on va au restaurant, puis on se dit, moi, j'aurai de calories, plus je serai heureux. C'est pas forcément le cas quand on a 22 ans. Mais voilà, mais ça aussi, c'est après une manière de mettre en valeur ou non des tables qui peut néanmoins être assez discutable. Ouais. Trop bien. Je vous propose qu'on conclue ce podcast avec votre propre review chacun. Si vous aviez soit quelque chose d'actuel ou une expérience gastronomique à partager qui vous a vraiment marqué récemment. C'est obligatoirement qui m'a marqué ou qui va, j'espère, me marquer. Honnêtement, parce que je vais partir en Corée et puis avec ma fille. Et c'est assez drôle parce que elle a dégoté un monastère où travaille une cuisinière qui a une émission de Chef's Table. Ça a l'air absolument remarquable. Elle fait des fermentations, etc., etc. Et je me réjouis infiniment d'aller découvrir cet endroit. Super. Je regarderai l'épisode sur Netflix. Voilà, oui, ça vaut la peine. Mais je sais pas le nom de cette dame malheureusement, mais c'est fantastique. Génial. Moi, un souvenir qui m'a marqué, c'est que donc, je suis pas breton, je tiens à préciser, mais je suis à côté de la Bretagne. Et la meilleure crêpe de ma vie que j'ai mangée, c'était au Sri Lanka. D'accord. En fait, on s'est retrouvé dans un petit boui-boui avec des chaises en plastique, même pas de nappe, rien. Et au moment qu'on a passé la commande, le gars est parti avec le tuk-tuk pour aller acheter en fait les produits qu'il avait besoin. Et il nous a fait la crêpe la meilleure que j'ai jamais mangée de ma vie. Incroyable. Je vais me faire insulter peut-être. Non, ils vont tous aller au Sri Lanka surtout. C'est clair. Un bon souvenir, Génial. Moi aussi, je me réjouis de ce qui est à venir parce que j'ai booké déjà pour une année à l'avance. J'ai booké avec une amie. On va aller s'offrir un repas chez Caminada. Et là, typiquement, c'est grâce au guide qu'on entend ce nom partout. Et puis, c'est vrai que j'en parlais avec une amie en lui disant mais ce serait mon rêve. Elle m'a dit mais tu sais que c'est un rêve accessible finalement. C'est ça, exactement. Donc on s'est dit mais on met chaque. L'endroit est très beau, la cuisine est fantastique, tout est très très bien. Je me réjouis. On met chaque mois dans notre petite tirelire comme ça, on se dit voilà, il y a un pot qui est fait pour ça.
Et c'est aussi moins difficile d'investir sur ton petit pot. Non. J'ai une petite anecdote, si je peux. Bien sûr. C'est justement par rapport au vin, où justement j'étais dans une dégustation de vin, et puis on a eu une matinée, on a dégusté une 50aine, et à la fin on a eu 5 vins, et on s'est dit mais là c'est une merveille. L'un après l'autre, on s'est dit mais ça doit être, enfin d'où peuvent venir ces 10 vins. Et on était les 5 d'horizons complètement différents, mais pour une fois, tout le monde était d'accord. Et en fait, c'était des vins chinois. Mais non. Oui, c'est ça. On savait plus quoi faire de notre avis. On se fait toujours avoir de toute façon à la vague. Mais c'est ça qui est ouais. intéressant. Ouais. Super. Et merci à vous 3 d'être venus partager un petit peu vos expériences au micro du comptoir. Si cet épisode vous a inspiré, laissez-nous un commentaire et partagez vos impressions. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre chaîne Le Comptoir sur YouTube, Spotify et activez les notifications dans l'app Coca. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle thématique gourmande. Et en attendant, santé et bon app. Merci. Merci. Merci à vous 3. Santé. Santé. Allô. Ouais. Un peu triste.